Merci de nous rejoindre sur TV 78 pour une nouvelle édition du 7-8 politique. Au sommaire de la prochaine demi-heure, rencontre avec Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines. Il se charge notamment du grand débat national sur sa circonscription. Mais ce grand débat ne risque-t-il pas d'entraîner de grandes déceptions tant les attentes sont grandes? Nous entendrons aussi Jean-Frédéric Poisson, l'ancien député, président du Parti chrétien-démocrate et l'auteur de L'Islam à la conquête de l'Occident. Nous parlerons de son ouvrage, mais aussi de la place qu'il entend donner à sa formation lors des prochaines élections. Et puis, retour sur l'actualité politique du mois avec la création d'une nouvelle commune, le Chénet-Rocancourt, et puis les vœux des élus qui se poursuivent en ce mois de janvier. Bruno Millienne, bonjour. Bonjour. Député des Yvelines, vous allez organiser une dizaine de débats sur votre secteur. Après les cahiers de doléances de la grande consultation nationale, on entre là dans la seconde étape. Vous en attendez quoi, vous, en tant qu'élu, de ces débats ? Alors d'abord, je vais rendre à César ce qui lui appartient. Je participe effectivement à ces débats, mais c'est sous l'impulsion de l'Association des maires ruraux des Yvelines, donc sous l'impulsion notamment de Philippe Gesselan, son président. Et effectivement, on s'est mis en tête d'organiser un certain nombre de débats. Je pense qu'on va en faire une dizaine sur la circonscription. Il y en a un de prévu aussi sur Buchelet, donc ça fait à peu près 11. Les dates seront connues à la fin de la semaine, vendredi, les dates définitives, de manière à ce que les gens puissent s'inscrire. Mais moi, j'attends que les gens viennent surtout. Moi, je serai pas là en tant qu'animateur, je serai là sur certains débats pour écouter, surtout beaucoup écouter les gens, parce que je crois que c'est la première des choses qu'on a à faire, c'est écouter leurs revendications, écouter leur mal-être, écouter toutes ces choses-là qu'ils ont besoin de dire, et puis en tirer les conséquences derrière. Alors, ce que j'attends de ce grand débat, écoutez, franchement, je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux, mais si on se lance dans cette opération nationale de grande envergure pour écouter les Français, c'est pas pour qu'au bout du compte, il en sorte rien. Parce que s'il en sort rien, autant qu'on se mette la corde au cou tout de suite et qu'on se pende. Il y a énormément de choses qui sortent aussi, si on se base sur les cahiers de doléances jusqu'à présent, retour de l'ISF, revalorisation des retraites, contrôle de l'immigration aussi, quelquefois. Avec les débats, est-ce que vous craignez aussi qu'il y ait trop de choses abordées? Vous ne pourrez pas répondre à tout. Là, vous avez vu que sur la plateforme, on est à peu près à 100 000 contributions aujourd'hui. Bien évidemment, de ces contributions vont émerger des sujets plus prégnants que les autres. C'est ceux qu'il faudra traiter en premier. Il y aura comme un ordre prioritaire naturel en fonction de ce que les gens auront abordé. Après, la façon dont on les traitera, il y aura sûrement du législatif. Est-ce qu'il y aura ou pas matière à faire un référendum? Peut-être, et à ce moment-là, il faudra voir si on le fait ou pas. Mais en tout cas, il faudra répondre sur ces sujets prégnants. Parce que la colère, on l'a bien vu, elle date pas d'hier. Je pense que les gens en avaient déjà plein les bottes depuis bien longtemps. L'étincelle, ça a été la taxe gasoil qui a fait déborder, si je puis m'exprimer, le réservoir. Et à partir de là, c'est monté. Et en dehors de certaines manipulations ou de certains extrémismes qu'on a pu voir, la colère, elle est réelle dans une grande partie de la population, pas seulement ceux qui portent un gilet jaune. Avec Philippe Gesselan, on l'a vu dans les communes. Il y a des gens qui sont venus remplir les cahiers de doléances qui ne portaient pas de gilet jaune. Et qu'est-ce qui remonte de ces cahiers jusqu'à présent? Beaucoup de demandes de justice fiscale et sociale. Un paradoxe quand même énorme, c'est-à-dire plus de pouvoir d'achat, mais moins d'impôts. Donc il y a quand même un paradoxe. Il faudra qu'on explique aux gens aussi quand même que la partie sociale des dépenses représente 32% du PIB. Donc il y a bien un moment... Plus de services publics. Oui, plus de services publics. Plus de services publics et moins d'impôts. Donc c'est un petit peu paradoxal. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour répondre à ça. Rien n'est impossible. Un peu de chance, c'est que le numérique et la digitalisation peut nous aider, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Si on prend les services publics, par exemple, je donne un exemple. Moi, je ne veux pas donner de solution là, on verra ce qui émergera, mais il me paraît évident qu'on ne peut pas maintenir certains services publics avec des personnels dedans quand personne n'y va, par exemple. Donc c'est l'idée des maisons de services publics, c'est une bonne idée, mais ça pose un problème parce que c'est posé en un lieu, pas forcément accessible par tout le monde autour. Donc il va peut-être falloir imaginer des agents, des super agents du service public, polyvalents, qui puissent être itinérants et aller à la rencontre des citoyens, parce que même si on met de la digitalisation, il faudra du présentiel. Mais je posais tout de même cette question en ouverture, est-ce qu'on ne va pas vers une grande déception aussi? Est-ce que vous la craignez, cette déception? On ne pourra pas tout satisfaire, je ne vais pas mentir, on ne pourra pas satisfaire toutes les exigences. Il va falloir qu'on satisfasse celles qui sont les plus importantes et qu'on explique surtout pourquoi les autres, les moins importantes, on ne peut pas les satisfaire, et donner un projet vers lequel on avance pour essayer de satisfaire quasiment l'ensemble des préoccupations des Français. Il faut vraiment là qu'on soit, non pas dans la communication politique ou dans la communication politicienne, dans la communication du projet qui va sortir de cette grande consultation, avec des actes forts tout de suite,
sur les choses les plus prégnantes, et puis des solutions à court et moyen terme qui passeront peut-être par la loi, mais qu'il faudra mettre en place. Vous parlez de communication politique lorsque Emmanuel Macron va rencontrer les maires, remonte ses manches et discute avec eux pendant 7 heures. Est-ce qu'on n'est pas là dans une séquence de communication politique aussi ? Moi, je pense qu'on est surtout là dans une séquence de retissage de liens avec les maires qu'on avait perdus. Ça, c'est franchement un truc aussi sur lequel nous, au groupe Modem, contre lequel on s'était un peu élevé. Alors, des incompréhensions, je ne sais pas si le lien était complètement rompu, mais en tout cas, il y avait des incompréhensions. Les maires se sentaient abandonnés. En tout cas, c'est ce qui est ressorti avant même le mouvement des Gilets jaunes. C'était le ressenti des maires. Donc, il fallait aller rediscuter avec eux. Et bien évidemment, et là, je vais emprunter une phrase à Gérard Larcher, comme qu'on peut ne pas être du même parti et être d'accord sur certains points. Gérard Larcher a raison de dire que la commune, c'est la petite république dans la grande. Tout part de là. Alors les gens ont besoin de plus de démocratie au niveau national, ça c'est clair, mais on peut faire la même chose, on peut répliquer ça au niveau local, ils en ont besoin au niveau local. On sait très bien que sur certaines intercommunalités ou sur certains départements, la démocratie, on va dire, participative ou citoyenne n'est pas tellement représentée. On a un exemple qui ressort en ce moment, et ça n'a pas dû vous échapper, avec le mécontentement notamment sur la restauration scolaire des collèges des Yvelines, alors qu'on nous avait promis... que ce serait mieux, que ce serait fantastique, qu'on passerait. Ben non, c'est pas fantastique, non. Mais on n'a pas consulté, on n'a pas écouté les citoyens, on n'a pas écouté les parents là-dessus, par exemple. Je reviens à ce débat national, à ces échanges qui vont avoir lieu. En cas d'échec, malgré tout, en cas de déception, puisque vous l'avez dit vous-même, vous ne pourrez pas satisfaire toutes les exigences et toutes les demandes. Vous n'avez pas peur d'être au premier plan, autant qu'élu ? Ah ben, s'il faut être au premier plan, on sera au premier plan. On est là pour assumer aussi. Il n'y a pas de souci. Jusqu'à présent, on ne s'est jamais dérobé. Donc, on ne se dérobera pas. On tiendra notre rôle jusqu'au bout. Il faut qu'on explique beaucoup. Moi, j'aime pas le terme pédagogie. Parce que pédagogie, ça s'adresse à des enfants. Les citoyens ne sont pas des enfants. J'aime bien le terme explication. Il faut vraiment qu'on explique. Moi, j'ai reçu des gens chez moi. Beaucoup ces derniers mois. Il y en a beaucoup qui sont venus à la permanence. Quand je dis chez moi, c'est à la permanence. Et je me suis aperçu qu'il y avait aussi une grande méconnaissance des institutions et de leur fonctionnement. Donc il faut continuer à expliquer tout ça. Vous disiez tout à l'heure que les élus, les députés ne se dérobent pas jusqu'à présent, mais néanmoins, est-ce que c'est vous, la politique que vous vouliez faire, votre engagement lorsque vous l'avez pris, donc là au sein du Modem, mais affilié avec La République En Marche pour les élections législatives il y a maintenant 2 ans, c'est la politique que vous vouliez faire? Vous vous attendiez à devoir aller comme ça, expliquer, non pas faire de la pédagogie, mais en tout cas expliquer, réécouter, retisser du lien? Il y a quelque part une part d'échec, malgré tout. Il y a eu des erreurs, notamment de communication, de temporalité des lois, ça je veux bien l'admettre. Et puis peut-être qu'effectivement, on n'a pas, parce que les choses se sont enchaînées très très vite, on n'a pas suffisamment expliqué, ça c'est possible. Mais sur le projet en tant que tel, l'idée du projet, c'était quand même de libérer les énergies pour permettre à chacun de pouvoir entreprendre, que ce soit au niveau salarial ou au niveau entrepreneurial, en tout cas libérer les envies, libérer une espèce d'autonomie des citoyens face à la vie de tous les jours. Et de l'autre côté, en même temps, essayer de protéger. On a fait la phase de libération, ça tout le monde l'a bien vu, et on commençait à faire la phase de protection, une espèce de matelas de protection pour les citoyens les plus défavorisés. La meilleure preuve, c'est que les solutions d'urgence mises en place par le gouvernement, finalement, c'était quelque chose qu'on aurait dû faire d'ici à 2022 et qu'on a fait d'un seul coup. Donc c'était présent dans l'esprit. Maintenant, on a peut-être péché d'abord parce qu'on a été très vite, parce qu'on sait que si on veut réformer un pays, c'est dans les 2 premières années que ça se fait, parce qu'après c'est compliqué. Donc on a travaillé, on a passé un maximum de lois pour libérer la France, et notamment pour redonner de la compétitivité aux entreprises, parce que même si les gens veulent pas l'entendre, mais il faut quand même qu'il y ait des entreprises pour qu'il y ait des emplois. Donc voilà, donc on a libéré ça dans cette phase-là. L'ISF, vous en parliez tout à l'heure, on est en cours d'évaluation, il n'est pas interdit, alors on ne viendra pas. En plus, l'ISF n'a pas été supprimé, pour être clair. Il a été transformé en IFI, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on verra l'évaluation, ce que ça nous a rapporté. Moi, je sais qu'il y a déjà eu, ça a rapporté de l'argent parce qu'il y a déjà eu des investissements dans l'outil productif français. Maintenant, il faudra évaluer combien et apporter les ajustements. Peut-être que sur cette partie ISF, on n'aurait peut-être pas dû changer le sigle, l'ISF, et puis dire, voilà, on garde l'ISF, en revanche, tous ceux qui investiront dans l'outil de production français, j'entends bien français, et qui peuvent le prouver, on les défiscalisera, c'était peut-être plus simple. Bon, voilà, il y a peut-être eu des erreurs commises, mais l'intention de départ du projet est bien celle-là, libérer les énergies et protéger à côté, parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui va avoir une évolution très forte en matière d'emploi. On est en pleine mutation. Vous voyez bien que l'emploi salarial
va être de moins en moins important au profit peut-être de l'auto-entrepreneuriat ou en tout cas peut-être même au profit des deux, c'est-à-dire une part de salariat, une part d'entrepreneuriat, d'auto-entrepreneuriat. On voit que les choses sont en train de changer avec l'intelligence artificielle, avec la digitalisation. Ça bouscule un peu tous nos repères. C'est normal que les gens soient inquiets. En cas d'échec, est-ce que la dissolution sera la seule solution? Aujourd'hui, on entend parler aussi de blocage politique, de difficultés. Là, on imagine mal des lois passer en ce moment, de toute façon. Les lois, elles peuvent passer en ce moment. Il y a quand même une majorité à l'Assemblée nationale. Je veux dire, les institutions. Mais les discussions sont compliquées. Voilà. Pas forcément. Il y a des avis qui divergent, mais ça fait partie de la démocratie. Et puis moi, j'ai toujours été partisan d'une Assemblée forte pour qu'on ait un gouvernement fort. Je pense que plus les parlementaires, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, seront forts, comme un petit peu ce qui est à l'image des États-Unis d'ailleurs, plus le gouvernement peut être fort. Ceci dit, ce n'est pas ce qui a été entendu jusqu'à présent sur cette Assemblée, ces députés avec un pouvoir fort. On a plutôt entendu que les députés étaient là pour être une chambre d'enregistrement sur le début du mandat. C'est parce que les gens schématisent un petit peu, c'est pas vrai. Vous ne l'avez pas vécu comme ça, en tout cas? Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. En tout cas, dans notre groupe, nous, à chaque fois qu'on a eu à porter des choses, on les a portées, même si elles n'ont pas été acceptées, même si on a perdu, mais en tout cas, on a porté ce qu'on pensait juste de porter. Merci d'avoir participé à ce 7-8 politique. Merci à vous. Et donc les différents débats qui vont se tenir dans toutes les circonscriptions, dans le département et puis même au-delà. Merci encore. Dans un instant, nous irons rencontrer le président du Parti chrétien-démocrate. Auparavant, retour sur la fusion effective maintenant depuis le début du mois de janvier de Rocancourt et du Chesnay. Une nouvelle commune, mais dans quel but? Élément de réponse avec ce reportage. Le Chesnay et Rocancourt sont officiellement mariés. Après plusieurs mois de délibération, les deux communes ont officiellement fusionné lors d'un conseil d'installation programmé ce mercredi 2 janvier au Chesnay. La fusion est un acte d'avenir, un acte logique dans la mesure où la fusion permettra de réaliser des choses que nous n'étions pas en mesure de faire jusqu'à présent, de réaliser des économies d'échelle et puis de gouverner avec beaucoup plus d'aisance et de facilité, de rendre un maximum de services à la population. Lors de ce conseil, 17 adjoints ont été nommés. Jean-François Peumry, ancien maire de Rocancourt, a notamment été désigné premier adjoint de la ville. Pour le poste de maire, l'ancien élu du Chesnay, Philippe Briot, seul candidat, prend la tête de cette nouvelle commune baptisée Le Chesnay-Rocancourt. Il a obtenu 48 voix sur 57 après un vote à bulletin secret. Moi, c'est la première fois que je suis amené à gérer une commune toute nouvelle qui a que quelques heures. Donc cela nous a appris avec l'administration beaucoup de choses, beaucoup de légalité et beaucoup de réinitialisation de la commune. En bref, une bonne remise en cause de tout le monde, ça fait du bien et ça va rebooster nos deux communes. Prochaine étape pour la ville nouvelle du Chesnay-Rocancourt, définir le nom de ses 33 000 habitants. La décision devrait être prise à la fin du mois de janvier lors d'un prochain conseil municipal. Le mois de janvier également marqué par les nombreuses cérémonies de vœux des élus. Du côté du département, la cérémonie s'est déroulée conjointement avec celui des Hauts-de-Seine. Deux départements qui souhaiteraient bien eux aussi se rapprocher un peu plus. Les deux présidents, les Républicains, des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine réunis au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines en ce début d'année. Une cérémonie de vœux en commun pour des discours très politiques. Dans la ligne de mire de Pierre Bédier et Patrick Devedjian, le gouvernement et son grand débat national. Ces débats, je le crains, ne réjouiront que les chaînes d'information continue et les plus extrêmes trouveront de toute façon à mettre en scène le mécontentement du peuple. Et les deux présidents de demander plus de liberté pour la nouvelle année, liberté notamment de poursuivre le rapprochement de leur département afin d'obtenir la validation du projet de fusion. Nous avons rempli toutes les obligations légales qui permettent la fusion. Donc le gouvernement est malvenu de considérer ou de déclarer qu'il y a trop de collectivités locales, que ceci génère des coûts. Nous proposons au contraire de fusionner et nous avons répondu à toutes les obligations légales pour ça et le gouvernement fait la sourde oreille. Je veux dire à l'État qu'il n'a pas le monopole de l'intérêt général, que nous partageons, l'État et les collectivités, ce souci de l'intérêt général et qu'il faut sortir de ce système très archaïque d'un État centralisateur, un État qui décide de tout, parce que quand l'État décide de tout, rien ne marche. Un seul mot d'ordre donc au cours de cette soirée, décentralisation. Pas d'annonce de nouveaux projets en revanche. Pour le moment, Yvelines et Hauts-de-Seine partagent notamment un service de voirie ou encore d'archéologie et d'adoption.
Second invité du 7-8 politique pour ce mois-ci, Jean-Frédéric Poisson, ancien député des Yvelines, actuel président du Parti chrétien-démocrate. Bonjour. Bonjour. Vous nous recevez ici dans votre permanence à Rambouillet. Avant de parler de votre formation politique, des élections européennes, de l'actualité, on va parler de votre ouvrage, L'Islam à la conquête de l'Occident. Et pour bâtir cet ouvrage, vous êtes parti d'un document, la stratégie de l'action culturelle islamique à l'extérieur du monde arabe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce texte qui date du début des années 2000 ? C'est un texte qui a été adopté et voté par les 57 États musulmans du monde entier, qui sont réunis dans une grande organisation qui s'appelle Organisation de la coopération islamique. Ces 57 États qui s'inquiétaient de la manière dont la charia, la loi islamique et la communauté musulmane s'affaiblissaient en Occident, ont résolu donc d'écrire un document qui est un plan stratégique d'action pour étendre la charia sur le monde occidental, principalement sur l'Europe. Ce document est officiel, il est public, il est disponible en français sur le site isesco.org, isesco.org. Chacun peut aller le lire et verra que l'intention est très claire, même si elle est répartie assez discrètement dans le texte, puis elle y est. En deux endroits, on parle à un endroit de la volonté d'installer, je cite, une civilisation de substitution à la société occidentale, donc remplacer notre culture par la loi islamique, et à un deuxième endroit, on dit qu'il est nécessaire de tout faire pour, je cite à nouveau, installer une société islamique pure et saine en Occident. Fin de citation, là également. Donc les intentions sont claires et ce document est officiel, ce qui m'a donné évidemment l'envie de le faire connaître à mes contemporains. On va rentrer un peu plus en détail sur ce texte, mais déjà, comment vous expliquez qu'il ne soit pas plus connu que ça ? C'est un mystère pour moi, parce que quand la deuxième organisation interétatique du monde, l'Organisation de la coopération islamique, publie un document stratégique destiné à l'Occident, aussi clair que cela, et je vous parle du texte français, mais il existe en français, en arabe et en anglais. Le texte français parfois un peu arrondi, le texte anglais ne l'est pas du tout. Il est beaucoup plus sharp, comme on dit en anglais, beaucoup plus pointu et direct. Une forme de paresse d'abord, une certaine forme de peur. Il est encore en Occident difficile de traiter des sujets en vérité sur la question de l'islam. La volonté de ne pas donner aux musulmans occidentaux l'impression qu'ils seraient maltraités, volonté que je partage pour maintenir le dialogue avec eux, mais peut-il y avoir un dialogue sans la vérité? C'est difficile à imaginer. Et puis quatrièmement, je pense une forme de négligence ou de facilité. Les États qui soutiennent cette stratégie, principalement les États du Proche-Orient, en termes financiers, culturellement les pays du Maghreb, principalement le Maroc et l'Algérie, qui se livrent, comme vous le savez, dans les mosquées en France, une forme de guerre d'influence très compliquée et très vive. Tout cela fait qu'une forme de paresse et de trop grande conciliation, d'esprit de conciliation avec ces différents États nous conduit à ne pas vouloir surtout traiter ces questions. Donc je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler, ça n'est pas si fréquent. Mais quelle serait la bonne réaction politique ? Il faut d'abord prendre conscience du fait que ce projet est un projet politique décliné sur le champ culturel, soutenu par des États. La réponse ne peut donc pas être, comme c'est trop souvent le cas en ce moment, de laisser les maires faire face à des phénomènes d'islamisation qu'ils ne savent pas traiter parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc à cette politique culturelle menée par des États, il faut répondre par une politique culturelle menée par l'État. Vous commencez par refuser tous les signaux d'islamisation qui sont malgré tout nombreux en France. Ça pose les questions des menus à la cantine, des horaires réservés dans les piscines, de la question des prières de rue qui ne sont pas autorisées, du financement des mosquées, des centres culturels qui camouflent des mosquées ou des écoles coraniques qui camouflent des mosquées, qui ne respectent pas les termes actuels de la loi de 1905, et un certain nombre d'autres choses comme ça qu'il faut absolument refuser. Et puis se dire qu'après tout, il s'agit aussi de savoir ce que nous voulons faire de notre civilisation. Donc soit effectivement nous renouons avec notre héritage, pour mieux préparer l'avenir, pas pour se complaire dans des choses qui sont passées, mais nous sommes ce que nous sommes parce que des générations nous ont précédés, nous ont transmis une langue, une culture, des savoir-faire, etc., qui sont enrichis aussi avec beaucoup de contacts, bien entendu, mais nous devons réapprendre à aimer nous-mêmes notre propre civilisation pour être capable de la transmettre et de la faire valoir. Je suis persuadé que si nous étions un peu plus attachés à la transmission de notre propre patrimoine, au sens large du terme, sans doute qu'on le rendrait plus attractif à l'égard de ceux qui ne trouvent pas dans notre manière de vivre aujourd'hui de quoi les satisfaire. Quand vous parlez de notre patrimoine au sens large, est-ce que vous entendez aussi réaffirmer des signes de chrétienté, peut-être ? Non, pas nécessairement, parce que nous sommes de culture chrétienne à défaut d'être un peuple qui a la foi des chrétiens. J'insiste beaucoup sur ce point parce qu'on ne peut pas comprendre beaucoup des éléments de l'histoire de France, de notre droit, de nos institutions, si on n'a pas ça en tête. Les Français sont
je ne sais pas très bien comment dire, on va dire qu'ils sont gnostiques, comme on disait, ils se doutent qu'il y a quelque chose là au-dessus, ils ne savent pas très bien quoi, mais beaucoup d'entre eux le pensent en tout cas. Même s'il y a des gens qui n'ont pas de foi, de religion, qui sont athées, ce qui est leur droit le plus strict. Moi je ne me bats pas pour autre chose que le fait, dans la sphère politique, car c'est ma responsabilité, de faire valoir précisément cette évidence que nous sommes enracinés dans des concepts, dans des notions, dans des institutions, dans un système de droit qui sont marqués par le sceau de la culture chrétienne. Les Français n'en sont plus tellement conscients, pourtant c'est la vérité. Même ceux qui viennent des Lumières s'enracinent très largement dans cette tradition aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce document stratégique de l'OCI, lui, il affirme parfaitement le fait que les civilisations sont différentes et qu'elles sont irréconciliables. C'est même son point de départ. Alors, à défaut de vouloir à tout prix faire la guerre, ce qui n'est pas du tout mon sentiment, enfin si on me l'a fait, il faut que je réponde, et si on nous l'a fait, il faut répondre. La démarche, l'affrontement culturel qui est organisé par les États musulmans aujourd'hui nécessite que nous y répondions d'abord sur le plan culturel, donc du réenracinement dans ce que nous sommes. Pour vous poser clairement la question, est-ce que votre ouvrage est à rapprocher de l'idée du grand remplacement? Non, ça n'est pas. Qu'on peut entendre. Non. Qui vise à remplacer donc par les pays musulmans, par leur culture, la civilisation. La théorie du grand remplacement, elle est démographique plutôt que culturelle, même s'il y a des incidences. Non, ça n'est pas. Moi, ce n'est pas une hypothèse que je déroule. Encore une fois, je suis parti d'un document qui est officiel, qui est politique, qui est public, qui n'est pas contesté d'ailleurs par personne. J'ai lu ce document simplement et je vois qu'il y a cette volonté de remplacer notre civilisation par l'islam. Donc je dis, voilà ce que veulent un certain nombre de gens. Voilà ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il y a une très grande ressemblance entre ce qui est écrit dans ce document qui a 18 ans maintenant et ce qui se déroule sous nos yeux. Vos confrères d'Avé et l'Homme, en publiant le livre Inch'Allah il y a quelques mois, ont montré ce qui se passe en Seine-Saint-Denis et dans les Yvelines, pas très loin d'ici, un peu au nord, c'est pour ça que je mets mon pouce dans cette direction. On a des phénomènes qui sont très comparables. Vous savez très bien qu'en ville nouvelle ou dans le nord du département, nous avons des territoires qui sont absolument dominés maintenant par la loi islamique, qui a remplacé, dans une très large mesure, la loi républicaine. C'est quand même un problème. Donc je n'invente rien, je regarde, j'essaye de déterminer les causes, et les causes sont, politiques parce que les États musulmans l'ont décidé, et deuxièmement, tout ça est enraciné dans la plus pure tradition islamique. Donc c'est un problème qu'il nous faut traiter. J'ai écouté vos différentes interviews pour la sortie de cet ouvrage, justement. Alors je vais vous citer: l'islam n'est pas une religion universelle, l'islam religion de tolérance, de paix et d'amour, oui, mais entre musulmans uniquement. Mais c'est vrai, puisque... Donc ce n'est pas compatible avec le fait de vivre ensemble sur le territoire français, sur les territoires occidentaux, à la condition que ceux qui ne sont pas musulmans acceptent de se soumettre à la loi islamique. C'est d'ailleurs le régime que connaissent tous les non-musulmans qui vivent dans des États musulmans, que ce soit en Afrique du Nord, en Moyen-Orient ou en Asie. Moi, je n'ai pas d'animosité à l'égard des musulmans. Je le dis clairement, j'ai un problème. C'est pour ça que je critique l'islam comme système politique et religieux. C'est mon devoir de responsable politique et de philosophe par ailleurs que de le faire. Maintenant, je dis aux musulmans, c'est simple. Si effectivement vous avez l'intention de propager ce qui est votre système de référence politique et religieuse, ce qui est votre droit, à ce moment-là, nous allons nous affronter assez vite. Si vous ne souhaitez pas le faire et que vous souhaitez conserver à l'expression de votre religion les atours d'une foi pacifique qui s'exprime dans des conditions décentes, je n'ai rien contre ça. C'est même mon devoir de responsable politique de protéger cette expression. Mais il y a une limite à cela. Et le moment est venu que dans la société française, on s'entende sur cette limite. Pour en revenir à l'actualité du moment et le grand débat qui débute un peu partout en France, est-ce que vous pensez que cette thématique doit revenir sur le tapis, devrait s'exprimer aussi? Elle le devrait, parce que j'avais dit pendant la campagne des élections primaires et de la présidentielle il y a 2 ans que de mon point de vue, l'islam était un des sujets centraux du quinquennat qui s'est ouvert il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. Je maintiens absolument cette affirmation. D'ailleurs, je vois que chaque jour qui passe ne fait que confirmer cette impression qui était la mienne à l'époque. À l'évidence, cette question fait partie des sujets qui interrogent les Français, qui les inquiètent même parfois, sans compter ceux qui vivent au contact de cet islam triomphant qui existe en France et qui n'en peuvent plus. Là, on n'est plus dans l'interrogation, on est dans l'exaspération, sinon le fait qu'ils s'en vont purement et simplement. Donc oui, bien sûr, ça devrait faire partie des sujets. Puisque l'on parle de la contestation politique, justement, elle s'exprime aussi à travers donc les Gilets jaunes. Quel regard vous avez sur cette mobilisation plus largement? On sort du cadre du grand débat, mais de la contestation des Gilets jaunes, d'autant qu'on a appris qu'une liste pour les européennes pourrait exister suite à la création d'un mouvement Gilets jaunes. Je comprends très 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 profondément et je respecte infiniment cette revendication à la dignité qui est exprimée par les Gilets jaunes. Beaucoup d'entre eux ont le sentiment de vivre dans un pays dans lequel il n'est pas possible de vivre des fruits de son travail, ce qui est une atteinte très très violente à la dignité humaine. Et vous savez l'attention que je porte et que nous essayons de porter au Parti chrétien-démocrate sur les questions liées à la dignité. Donc je comprends cette revendication, j'observe qu'elle s'exprime certainement très au-delà
de sa manifestation habituelle sur le pouvoir d'achat. Je pense qu'il y a des sujets bien plus importants de considération, de reconnaissance qui sont portés. Donc ce mouvement a supposé qu'on puisse le considérer comme homogène, ce qui est déjà un exercice un peu périlleux en lui-même, rejoint un certain nombre de préoccupations d'ailleurs qui sont les miennes et toutes les variantes de la défense de la dignité humaine, Dieu sait qu'il y en a beaucoup. En ce qui concerne leur volonté de constituer une liste, je pense qu'ils ne vont pas tarder à se heurter, alors d'abord à tous les problèmes pratiques de constituer une liste nationale de 79 noms avec tout ce que ça suppose de contraintes, parce que ça n'est pas un exercice si simple que ça. Deuxièmement, sur quel projet politique ? Ça, c'est quand même le sujet, parce que tout le monde s'interroge sur les projets politiques qui sont portés par les différentes listes. Nous, aux Amoureux de la France, avec Nicolas Dupont-Aignan et quelques autres amis, nous avons publié notre projet pour l'Europe, donc il est connu, il est constant. Chacun connaît les positions de Nicolas Dupont-Aignan et les miennes sur les questions européennes. Troisièmement, j'observe qu'il y a beaucoup de personnes qui se réclament du macronisme historique qui intègrent la liste des Gilets jaunes, donc je me demande s'il n'y a pas aussi une tentative d'infiltration ou de constituer une liste ennemie macronienne en quelque sorte pour s'assurer que tout se passe bien. Voilà, donc attendons de voir. J'espère en tout cas que si jamais ils entraient dans le débat européen, ils y entreront sur des questions européennes sur des problématiques. Étant admis que le pouvoir d'achat est leur première préoccupation, j'observe que ça n'est que secondairement une question européenne, mais nous verrons bien. Alors vous l'avez évoqué avec les Amoureux de la France, que vous avez fondé avec Nicolas Dupont-Aignan, vous allez vous engager pour cette campagne des européennes, programme défini, liste aussi définie ? Pas encore, non, on est en train de la constituer petit à petit. Vous serez vous-même candidat ? Probablement à la 3e place de cette liste. Très bien. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson de nous avoir reçus. On aura l'occasion de reparler bien sûr des européennes. C'est la fin de ce 7-8 politique. On se retrouve le mois prochain sur TV78.